Bonjour, ou plutôt bon après-midi, merci d'être venus si nombreux. Je dois animer ce débat, j'espère de n'avoir pas besoin de le faire et simplement de le pacifier. Je n'ai pas besoin de vous présenter les gens qui sont ici. Il y a à l'extrême droite, c'est un symbole, Jean Rouch, ici Fred Wiseman et Johan Van Kuken, qui est un ancien élève de l'IDEC. Il parle français. Fred Wiseman parle mieux français qu'il ne veut bien le dire, alors j'espère que nous allons nous entendre. Lancer ce débat me paraît un peu théorique. Je ne pense pas qu'il faille faire de grandes théories nouvelles sur de nouvelles définitions du cinéma documentaire. On peut relever au travers des bibliographies une quinzaine de définitions variées, mais simplement demander à ceux qui le font comment ils le conçoivent, comment ils le vivent, comment ils montent leurs entreprises et comment ils voient l'avenir d'un cinéma qui, plus nous le voyons, et je l'ai vu encore hier soir en voyant le film de Wiseman sur les aveugles et les sourds et muets, qu'il sait atteindre à l'essentiel, à des scènes merveilleuses qui sont peut-être plus marquantes que les scènes du cinéma de fiction que j'ai vues récemment. Alors peut-être nous pourrions demander à Wiseman, puisque je viens de prononcer son nom, de nous dire en quelques mots quelle était l'ambition de ce film, et en particulier pourquoi une si grande longueur. Moi, j'ai trouvé que c'était très court. Maybe I better do it in English. Yes. I had no particular ambition in doing the film, other than the fact that I thought that it would be interesting to make movies about deaf and blind people, since movies are about sight and sound, and that was the motivation. L'idée de départ était qu'il n'y avait pas d'idée particulière, si ce n'est que ça semblait une bonne idée de faire un film sur des gens qui étaient muets et aveugles, puisque le cinéma, c'est justement voir et entendre. And as usual in this kind of situation, you think you learn a lot by staying at a place for 6 weeks, and what you've learned is in the film. Et dans ce genre de situation, on apprend les choses en restant pendant 6 semaines auprès du sujet que l'on tourne, et ce qu'on apprend, on le retrouve dans le film. Well, what interests me is finding very dramatic episodes in everyday life, which you're not responsible for. You're just lucky enough to be there when they happen. Enfin, que sa formule est justement de découvrir dans la réalité des scènes très fortes et très dramatiques qu'on n'organise pas, mais pour lesquelles on se trouve présent au moment où elles arrivent. Maintenant, on aurait à regarder le film qui dure combien d'heures? 10. No, 2h40 minutes. 2h40 minutes. Yes, but you would prefer that the film would be 10 hours long. No. I think it's exactly the right length. Exactly. It is not Okay, framed too much. C'est la bonne dimension. Non, mais en posant la question de la longueur, je voulais simplement poser la question de l'exploitation possible de ce film et de la façon dont il s'insère dans la télévision américaine. No, I have been very lucky with American television in that they run the films after many battles over a long period of time. They always run the films at the length that I give them. J'ai été très heureux dans mes batailles avec la télévision américaine, puisque jusque-là, ils l'ont toujours passé dans la longueur qui avait été réalisée. Ça, c'est quelque chose d'assez formidable, je crois, pour nous tous. Est-ce que vous avez eu le même problème de longueur de film et de... Alors, est-ce que ça marche? Ce qui m'a évidemment beaucoup frappé, c'est que moi aussi, j'ai fait 2 films sur les aveugles, mais qui sont respectivement de 22 et 29 minutes. Donc là, et j'ai été frappé par le film de Wiseman, que j'aime beaucoup, parce que quand même, il y avait quelques images similaires. Et je crois que ce sont des choses justement qui sont de l'ordre de la fiction. Le fait que Fred commence sur une piste de course d'automobile et mon petit film de 64 contient au début des images de course d'automobile, de stock shots, d'actualité, et que le second film, qui s'appelle Herman Slobber, contient une séquence où Herman va aux courses d'automobile avec son père, et puis plus tard,
il rend le son des voitures, de façon d'ailleurs très surprenante, parce que d'abord on croit que c'est vraiment le vrai bruit des bagnoles de course, et puis après il se trouve que c'est lui qui fait ça avec sa micro chez lui. Mais bon, il y a plusieurs choses comme ça qui m'ont frappé et qui m'ont indiqué qu'il y a quand même un élément très fort de choix et aussi d'invention, ou peut-être aussi des images associatives auxquelles on n'échappe pas. Et ça, c'était assez agréable, je dois dire, de voir ça. Pour ce qui est de la longueur, moi j'ai fait 2 films seulement de grande longueur, de 2h30, le dernier I Love Dollars et Vers le Sud. Pour le reste, bon, les films que j'ai faits sont, les plus longs sont entre 80 et 90 minutes. Mais je crois que pour ce qui est de la télévision en Europe, ça devient de plus en plus difficile de les montrer d'un bout à l'autre. Par exemple, Vers le Sud, on l'avait montré d'un trait encore à la télévision allemande. Maintenant, I Love Dollars passe en 3 parties, passera en 3 parties ici, a passé en Suisse et en Hollande en 3 parties, et passera en 2 parties sur la même chaîne allemande qui avait passé Vers le Sud en un trait. Et je crois que c'est une tendance quand même générale de réduire les émissions à des formats de 50 minutes, 1 heure au maximum. Donc ça, je trouve ça très étonnant. But it is extremely difficult. C'est très difficile d'arranger l'affaire parce que c'est beaucoup de rencontres, beaucoup de batailles et tout ça. Mais j'insiste, autrement il ne peut pas jouer le film. C'est bien. Et c'est la télévision publique? Oui, télévision publique, toujours. C'est formidable. Et est-ce qu'il y a d'autres diffusions que la télévision publique, des diffusions en salle de vos films aux États-Unis? Très peu. Très peu. En 16 mm, il y a une distribution assez grande parmi les universités, high school et tout ça. Mais pas dans le théâtre, c'est très difficile. 2-3 fois par an, c'est tout. Est-ce que quelqu'un dans l'assistance veut poser une question sur les petits problèmes qui viennent d'être abordés? Bon, alors nous allons continuer. Est-ce que moi je peux poser une question? Voilà. Il se trouve curieusement que je commence un film sur une effroyable maladie tropicale qui s'appelle l'onchocercose et qui rend aveugle et qui est une des conséquences indirectes de la sécheresse au Sahel. Le point de départ est le suivant. Un de mes meilleurs amis africains était élève à l'école il y a longtemps. Un des meilleurs élèves de l'école il était le meilleur en latin, ce qui paraît bizarre pour l'Afrique, et en grec, ce qui paraît aussi bizarre, mais j'apprenais à ce moment-là le grec et le latin. Et il allait le jeudi et le dimanche sur les bords de rivières extrêmement belles, extrêmement claires, sans se rendre compte qu'il était piqué par des mouches qui s'appellent les simuli, qui vivent dans de l'eau courante, qui sont les images du paradis. Et au retour à l'école, il écrivait des poèmes, et à la fin de l'année, il était aveugle. C'est le cousin d'un de mes vieux amis africains, et c'est par lui que l'on commencerait cette histoire. Et je me trouve en face d'un problème, qui est un problème terriblement dramatique, puisque lui continue à savoir par cœur les poèmes de ces paysages qu'il a vus il y a 30 ans. Et on ne peut pas le montrer. Ses yeux sont effrayants. Et je pense que je serais forcé de faire une fiction, quand on ne peut pas lui demander de fermer ses paupières. Et là, c'est pour moi un grand problème parce que c'est effrayant d'être aveugle. Mais en même temps, si vous réfléchissez au fait qu'il continue à travailler dans son champ, il connaît à la main les herbes qui sont les mauvaises herbes, il cultive son mil,
il continue à travailler et surtout, il continue à raconter des histoires. Et dans toutes ces histoires, il n'est jamais question de la vue. Il raconte des paysages, il les décrit. Il les décrit en peul, dans sa langue, ou en français, ou si on veut encore en latin. Alors comment faut-il faire? Et nous ne savons pas. Ce que je sais simplement, c'est que nous allons tourner ce film pendant 3 ans ou 4 ans. On fera chaque année un petit film. Et là, ce qui m'ennuie énormément, c'est que je ne peux pas appliquer la méthode que j'applique d'habitude, qui est celle d'employer le feedback, de projeter le film, de lui projeter le film, puisqu'il ne peut pas le voir. Et je ne sais pas ce qu'il faut faire. Je crois que je serai obligé, dans ce cas-là, de passer par une fiction. Mais je suis ici un peu pour apprendre, puisque vous avez fait cette expérience. Oui, c'est vrai. Et de savoir ce qu'il faut faire dans un cas comme celui-là. J'en ai discuté à Cambridge avec Ricky Leacock cet été. Et lui me disait que si l'on fait un film de ce genre, et il m'a cité toi bien sûr, il ne faut pas hésiter à montrer l'horreur pour mieux arriver à la surmonter. Alors, je suis tout prêt à écouter ce que vous avez à dire. Je commence au mois d'avril, donc mais je n'ai pas d'idée. Alors, on va commencer par toi, Joanne. Toi, dans ce cas-là. Alors moi, effectivement, je serais d'accord avec Leacock. Par exemple, dans ce petit film sur ce garçon aveugle, c'est donc un garçon de 14 ans dans la puberté, il y a certains plans sur ses yeux qui sont tout à fait blancs, une espèce de blanc vide. Alors, disons, ça fait une grande impression. Mais je crois que la vivacité et l'activité mentale et physique de ce petit garçon est telle qu'on oublie ça très vite. Même dans un film de même pas une demi-heure, on oublie très vite qu'on a affaire à un handicapé. Et il est même nécessaire dans le montage de le rappeler durement de temps en temps. J'ai vu ça dans le film de Fred aussi, que parfois on entre dans la normalité et il faut rappeler, n'est-ce pas, l'effort, la dureté de sa vie. Mais je crois, évidemment, je ne connais pas le visage de ton ami, mais moi je crois qu'il est sûr que le film serait beaucoup plus fort s'il est là-dedans. Même s'il y a un pas à franchir dans la prise de connaissance de cette personne. Disons, avec ce que je sais maintenant, je serais incliné à filmer quand même directement la personne. Et puis, j'ai une chose sur le feedback qui a été très intéressante pour moi. Le film que j'ai fait donc en 1966 a engendré certaines tensions dans l'école, dans l'institution où vivait ce garçon, Herman. Et surtout parce que lui, il était plutôt un personnage agressif, il était très résistant. C'était aussi pour ça qu'il m'attirait, n'est-ce pas, dans cette époque. Et c'est-à-dire, il était très dur avec toutes les choses complaisantes vis-à-vis de la cécité. Donc il coupait vraiment, comme beaucoup d'enfants aveugles le font, il coupait tous les contacts par ce qui pouvait ressembler à une pitié, n'est-ce pas? C'est ça qui leur fait le plus honneur. Et il le faisait à un tel degré que dans le film, les instituteurs, les officiaux de la cécité ont trouvé qu'il était dur, il était désagréable. Ça lui a entraîné des difficultés à l'école. Après, j'ai dû intervenir. Et Herman m'avait demandé une bande sonore, une copie de la bande sonore du film. Et puis, 10 ans après, il m'a dit écoute, est-ce que tu aurais une autre copie sonore du film? Et je dis oui, mais je te l'ai donné il y a 10 ans. Lui, il a dit mais je l'ai jeté parce que je me détestais tellement comme j'étais dans le film que j'ai jeté cette bande son. Mais maintenant, je crois que je suis comme ça. J'ai accepté quand même
comment j'étais dans le film. Et ça, je trouvais quand même un cas de feedback aussi très intéressant, n'est-ce pas? Que quand même le film était très vivant pour lui. Était-il aveugle de naissance? Oui, oui, je n'avais jamais vu. Oui. Mais c'est très intéressant quand même que ces choses dures, après 10 ans, il a pu les assimiler comme faisant partie de sa réalité personnelle et sociale, n'est-ce pas? Et que aussi, à travers la trame sonore, il sentait très bien le film aussi. Et puis, par ce qui était raconté par sa famille, n'est-ce pas? Évidemment, ça fonctionne très fort aussi sur le niveau de l'imaginaire, hein? L'imagination plutôt. Alors voilà. Merci. Je peux demander à Fred quel a été le feedback du film sur les sourds et les muets, la réception par exemple, l'Institut d'Alabama. Oui, je n'ai pas montré le film aux gens qui étaient dans le film. Je vais le faire dans quelques semaines probablement. Mais en général, j'essaie de faire ça. Mais ça ne m'intéresse pas beaucoup de répondre. Je ne comprends pas pourquoi c'est très important d'avoir le feedback des gens dans le film. Je crois que c'est une forme de faux démocratie participative et ce n'est pas la façon où parce que je crois que le filmmaking c'est une dictatorship et ce n'est pas une démocratie. Oui, là, je n'en viens parce que c'est un des points de notre position. Et celui que toi, effectivement, tu as un film que tu fais, tu ne participes pas aux images en général, ce n'est pas toi qui es à la caméra. Non, je fais le son. Tu fais le son, Oui. et ensuite tu t'enfermes, comme tu le dis très bien, et tu montes ce travail-là. Et ton film est presque composé d'avance. Les premiers contacts que tu as eus, tu sais ce que tu veux montrer et dire au moins. Pas trop? No, I'm not sure I understand. Yes, So yes. the film is set up in advance. More or less. C'est tout à fait faux. Oui. Parce que moi, je passe peut-être un jour à l'endroit en avance. Et généralement, je n'avais aucune idée de sorte de choses que je viens de trouver. J'avais l'impression, et en tout cas c'est mieux pour moi, de répondre aux surprises, les choses que je trouve quand je suis là. Et la recherche n'a aucune valeur pour moi parce que je ne demande pas que des gens répètent leur action. L'instant qu'on est là, on doit être préparé de suivre l'action. Et je n'avais aucune idée en avance sur la sorte de séquence qu'on retrouvait. Et parce que généralement, on tourne à peu près entre 100 et 120 000 pieds en 16 mm, entre 50 et 60 heures, c'est difficile de comprendre comment on peut qu'on sache le film en avant, parce que moi, je trouve le film toujours pendant le montage. Je n'avais aucune idée quand le tournage est fini, ou mes pensées, ou la structure finale de le film. C'est tout à fait une aventure qui n'est pas finie jusqu'à la fin de le montage. Et on a un grand choix, avec 60 heures de film, peut-être pas un grand choix, mais un peu de choix, de le film final, the structure of the final film. Enfin, Si moi, pour aller plus loin, on n'en parlera plus de ce sujet, cette approche, si on n'en parlera plus, on n'en parlera pas sur ce point particulier, l'approche que tu fais de la dramatisation, qui est une dramatisation a posteriori, donc en montant, en faisant le travail d'écriture sur des images qui ont été prises, moi j'essaye de le faire au moment de la prise de vue. Et c'est là que je pense la très grande différence, c'est que je ne conçois pas que dans cette approche qui est par exemple, bien sûr que cet aveugle ne me verra pas, mais les gens autour me verront, que dans cette approche
qui est une relation extrêmement serrée, extrêmement proche, on puisse éluder la réaction que l'on a quand le film naît dans le viseur. Et que pour moi, la découverte est si possible d'essayer de piéger une réalité ou une dramatisation qui se révèle d'elle-même dans le temps exact. Mais c'est difficile à faire. C'est très très difficile. Alors les deux se rejoignent, car au bout, et c'est là où je veux en venir, au bout il y a deux documents, n'employons pas le mot terre, il y a deux documents qui sont finalement l'image d'une réalité, et l'image de cette réalité de toute façon est vue à travers, disons, les doigts magiques et l'oreille magique de Fred, et à travers mes doigts maladroits à la caméra, donc dans lequel il y a la primauté de l'image sur peut-être la primauté du discours. Et comme très souvent, et c'est pour ça que moi je parle toujours du feedback, très souvent je ne comprends pas grand-chose à ce qui se fait, car l'homme est un animal étrange. J'ai remarqué ça aussi. Oui, oui. Eh bien, à ce moment-là, il est bon d'essayer de pouvoir le comprendre avec les images que j'ai faites. Bon, de formation, tu es un homme qui a étudié en faculté de droit, moi de formation j'étais ingénieur, puis je suis devenu anthropologue. Johan était photographe et un amoureux des images. Et dedans, moi quand je me suis aperçu, et je raconte toujours ces histoires, c'est le jour où j'ai pu montrer à des gens avec qui j'avais passé 10 ans de ma vie, et 10 ans de ma jeunesse, ce qui est très important, le film que j'avais fait sur eux, qu'ils ont compris ce que je faisais par avant. Lorsque l'on travaille avec des illettrés, tout d'un coup, on a la possibilité de franchir ce mur du son et de l'image, qui est celui dans lequel, tout d'un coup, ils voient, et ils me disent, là, non, tu t'es foutu dedans. Et c'est important, car c'est une aventure collective, et c'est pour ça que moi, par exemple, je me donne 4 ans, je ne suis pas capable de le faire en un an. Et il y a des films, je sais que je ne pourrais pas les faire dans une vie, et que je donnerai la relève à des gens qui les termineront dans 50 ans ou dans 60 ans. Et je pense que c'est vers ça qu'on va. Actuellement, dans le domaine de l'utilisation du film, dans le document de sciences sociales, si l'on veut. Mais j'ai, effectivement, c'est peut-être parce que j'ai commencé à travailler au moment où le cinéma était muet, donc d'essayer de raconter une histoire avec des images. Et celle-là, elle ne pouvait se composer que par une seule personne à la caméra improvisant pendant le tournage. Là, oui. Oui, moi je pense, parce que je crois quand même que cette idée du feedback est très importante. Effectivement, elle a été surestimée pendant un moment, n'est-ce pas, dans une optique gauchiste. Donc, évidemment, on était obligé de servir les intérêts des gens avec tout ce qu'on faisait. Bon, là, évidemment, on se heurte à quelque chose d'impossible. Je suis d'accord avec Fred que, en tant que cinéaste, on a une position en grande partie autoritaire. Mais je crois justement, c'est là l'intérêt de la chose, que à travers ce tunnel du regard, n'est-ce pas, qui est donc seulement sous l'autorité de moi, et de choses en moi que je ne connais même pas, se confronte quand même à des êtres et à une telle influence sur la vie des personnes, n'est-ce pas, que je crois qu'on n'y échappe pas. J'ai pu remarquer, pas seulement, non seulement à travers cette histoire de Herman Slobe, n'est-ce pas, mais à de multiples occasions, que le fait qu'on fasse le portrait de quelqu'un, hein, déjà en photo, déjà des expériences que j'ai eues en étant interviewé moi-même, même par écrit, même dans la presse, le fait qu'on enlève quelque chose, selon la règle magique que connaît tout le monde, de ta personnalité, de tes motifs, est très très impressionnant. C'est vraiment une opération au sens
littérale. Et on a donc une influence tellement terrible sur la vie des gens qu'on filme que je ne vois pas comment on peut y échapper d'être intéressé aux résultats qu'on produit. Et de parfois, effectivement, trouver qu'on produit des résultats très négatifs. Parfois par des erreurs, par le fait qu'on ne fait pas assez attention, qu'on ne sait pas qu'on est en train de faire. Parfois simplement par la force des choses, par l'impuissance de connaître l'ensemble de ce qu'on filme. Et là, bon, on peut continuer sur toute l'idée de monde qu'on ne peut pas finalement connaître. Mais je crois quand même que, bon, il y a d'une part cette volonté de s'affirmer à travers la caméra et le son. Et donc cet élan, ultimement autoritaire, mais en même temps, je crois qu'on est quelque part forcé à prendre connaissance de la réaction des gens, de l'effet que ça produit. Et pour moi, je dois avouer qu'il s'ajoute aussi que finalement, j'aime être aimé aussi. Donc j'aime qu'on me dise, bon, tu as bien fait, ça joue aussi. Est-ce que justement vous seriez prêt à recommencer un montage, à refaire votre film si les gens que vous avez filmés, enfin, est-ce que ça vous est arrivé Jean Rouch, à quoi sert le feedback? À quoi sert d'avoir l'avis des gens qu'on a filmés peut-être uniquement pour qu'on vous dise que vous avez fait un beau film, mais en dehors de ça, est-ce que les gens que vous avez filmés, est-ce que vous accepteriez que sous leur pression, de refaire un montage? J'ai enlevé des choses. Le premier film dont j'ai fait le feedback est un film sur une chasse à l'hippopotame, que j'avais tourné en muet, dans lequel j'avais mis une musique qui était une musique traditionnelle locale, il n'y avait que des sons de ce genre. Et lorsque j'ai projeté le film, les chasseurs m'ont engueulé. Ils m'ont dit ça ne vaut rien. J'ai dit mais pourtant c'est la musique qui donne le courage. Il me dit oui mais l'hippopotame sous l'eau écoute la musique et il fout le camp. J'ai plus jamais mis de musique dans mes films, c'est fini. Donc voilà un exemple où c'est radical et j'ai lutté contre les cinéastes japonais en leur disant supprimez cette musique à la confiture, cette musique à la guimauve que vous mettez, que vous appelez la musique occidentale. La musique doit être intégrée à l'action. C'est ce que faisait Vigo dans... Mais ça, c'est encore une autre théorie. Hein. Bien sûr, c'est une théorie. Bien sûr, c'est une théorie, mais on a notre théorie. C'est ce qui fait la différence qui est importante. Oui. C'est quand même pas de capter... Vous parliez tout à l'heure d'interviews dans des journaux ou ailleurs, d'adjoindre de la musique à des images qui sont tout à fait choquantes et des raisons sont tout à fait objectives. C'est quand même pas la même chose que de faire une interview de quelqu'un, y associer l'interview de quelqu'un d'autre pour, par exemple, un contre-champ ou une autre idée qui ferait progresser le film, et puis de montrer ça aux personnes concernées et qui ne sont plus d'accord avec les propos qu'elles ont tenus ou pas du tout d'accord avec l'association de plans que vous proposez. Est-ce qu'à ça, vous vous prêtez à refaire un montage, par exemple? À partir du moment où on fait un feedback, est-ce qu'on ne se prête pas à ça ou alors est-ce que c'est uniquement de la frime? Voilà. Non, demandez à Raymond le problème que l'on a. On a des contrats avec les gens qu'on filme, et bien entendu, s'ils exigent qu'on supprime une séquence, on la supprime, on la garde. On la garde dans un chutier. On s'en servira après leur mort. S'ils estiment, par exemple dans Giscard, je pense que Giscard a coupé les images où il avait son mauvais profil. Bon, il les a pas jetées. Donc on pourra toujours le reconstituer, c'était une œuvre à long terme, il ne faut pas jeter. Mais je pense que c'est son droit, quelqu'un peut dire, je n'ai pas dit ça. Quand vous faites un interview et que vous relisez ce qui a été dit, si votre pensée est trahie, vous pouvez corriger, c'est la même chose. Philippe? Je voulais faire deux remarques s'agissant de ce débat-là qui s'engageait. La première, c'est que je crois que tous les gens qui ont vu les films des auteurs cités jusqu'à présent s'entendent bien sur le mot autoritaire, hein. C'est-à-dire qu'il faut donner à ce mot-là tous les guillemets nécessaires, c'est-à-dire qu'au contraire, ce qui est remarquable, c'est le respect dont il est fait preuve constamment à l'égard des gens que vous filmez, hein. C'est-à-dire qu'il y a probablement effectivement un film qui s'appelle documentaire quand même et qui se fait à l'arraché
et en violentant plus ou moins les gens qu'on filme, mais il n'est évidemment pas question de ça avec vous. Donc je crois que gardons bien les guillemets pour cette expression autoritaire. Alors la question particulière, je crois qu'il y a une évolution dans le cinéma de Fred qui fait que, peut-être ne sera-t-il pas de cet avis, mais j'ai l'impression que le montage ne joue peut-être plus tout à fait le même rôle qu'il jouait dans les films qu'il faisait par exemple il y a 10 ans. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'en particulier les grandes scènes dramatiques des films que j'ai vus hier au soir, c'est-à-dire Deaf and Blind, sont des scènes où la progression dramatique est presque en temps réel et où, je pense à la scène en particulier de l'enfant qui a voulu se suicider, eh bien la progression dramatique est entièrement dans la durée de la séquence, y compris avec un phénomène de feedback et d'interaction extrêmement complexe à l'intérieur même de la séquence. C'est-à-dire qu'on voit les gens changer, et en particulier l'enfant, la psychologue et le directeur de l'école, au cours de la séquence. C'est-à-dire que ce ne sont pas les mêmes personnes avant et après, et là-dedans, le rôle de l'intervention de la caméra est décisif. Et ça, on ne l'avait peut-être pas exactement de la même manière dans les films que tu faisais il y a une dizaine d'années. Autrement dit, on ne peut pas opposer, je crois, un cinéma qui serait un cinéma de la prise de vue, je grossis le trait à dessein, à un cinéma qui serait un cinéma de montage. Je crois que c'est pas vrai, en tout cas, c'est pas vrai du tout dans tes derniers films. Non, c'est toujours une question des choses qu'on trouve, parce que cette séquence, en real time, c'était à peu près 2 heures. Dans le film, c'est à peu près 44 minutes. Et ça, c'est le ratio 2 to 1. Mais dans... Travail de fiction, c'est un travail dramatique. Mais c'était... La longueur de cette séquence, c'est parce qu'en réalité, c'était très long. Il y a des séquences dans les autres films qui sont plus courts, aussi, où j'ai aussi fait beaucoup de montage. C'est un répondre des choses qu'on trouve. Ce n'est pas une question d'avoir une idée et on impose l'idée sur l'action, à mon avis. Question de montage, c'est toujours on répond les choses que je trouve quand je suis à l'endroit. Et moi, je trouve que tous les éléments sont importants. It's too obvious to say. The editing, the picture, and the sound, they're all equally important. Et vous ne trouvez pas quand même qu'on trouve ce qu'on cherche? Non. Je ne trouve pas les choses que I'm looking for, because generally I don't know anything about the subject before I start. And there are those that feel that I don't know anything about it when I finish. But at least what I don't know is different. De toute façon, je ne connais rien des sujets que je tourne avant de commencer à les tourner, et certains pensent que je n'en connais pas plus à la fin. C'est pour ça que je trouve que ce qui est plus important, c'est cette notion de violence, de respect, sur laquelle il y a beaucoup à dire, parce qu'il y a violence et violence, respect et respect. Bon. Et puis là, on risque de patauger dans des propositions morales qui peuvent être justes et d'autres fois très mièvres. La cathédrale de Chartres, peinte par Soutine, elle peut agresser et on peut trouver qu'il a traité violemment et injustement, mais finalement elle est très ressemblante. Et cette liberté du documentariste, enfin du filmeur, de l'homme qui fait le film, qu'il prend, cette autorité qu'il prend sur le réel en face de lui, qu'il traite et qu'il s'approprie, quitte à le déformer pour les autres, elle est, moi je trouve, fondamentale. C'est en ceci que je pense qu'on ne peut pas ramener le documentaire simplement à une dimension qui renverrait à la démarche scientifique, et que j'ai toujours envie, et surtout dans le cinéma de Wiseman et de Van der Keuken, de le ramener à la démarche artistique. La chose que je trouve curieuse, c'est que moi je ne pense pas qu'il y a aucune orthodoxie pour le filmmaking. Les choses qui marchent, ça va. Oui, Et ils sont les différentes choses pour les différents gens. Quand ça me frappe, comment ma façon de fonctionner serait différente, parce que, par exemple, maintenant, on a le projet d'aller tourner un film en Inde. Et bon, aller en Inde, j'y pense depuis longtemps, mais
c'est maintenant que je commence à oser y aller parce que ça me paraît quand même très compliqué. Mais ce que je voulais dire, c'est que moi, je peux seulement commencer un film quand je le sens déjà très fortement. C'est même pas une question d'information, de lecture. Évidemment, ça intervient dans le stade où on démarre, avant qu'on démarre. Mais pour moi, il est vrai que je dois déjà avoir un sentiment quand même assez clair du film en moi, bien que je n'en sache rien. Maintenant, je sais que je veux faire un film qui soit uniquement dans le mouvement. Ce sera un film sur le mouvement du corps, dans tous ses rapports à la tradition et puis au social, et même, peut-être si possible, au politique, avec une forte présence du son, avec aucun interview, si possible, et ça par réaction au film I Love Dollars, où j'avais la charge d'expliquer un certain nombre de choses quand même sur le rapport des gens à l'argent. Mais à la fois, il est très difficile de définir ce film verbalement, parce que si je dis ces choses sur le mouvement, etc., bon, tout le monde peut le raconter. Mais moi, j'ai quand même une image à moi qui commence déjà à bien se dessiner. Et c'est pourquoi j'ai envie de faire le film, et pourquoi je pense que je pourrais possiblement faire le film, où j'ai assez de confiance d'y aller. Et même, j'ai fait beaucoup de films, et là c'est un peu peut-être pareil à Fred Wiseman, où on est allé dans des pays, avec un ami qui est d'Amsterdam, qui est là dans la salle, on est allé à plusieurs voyages, et on était plus ou moins parachutés sur le lieu, n'est-ce pas? Et après coup, on s'est dit, c'est fou de vouloir tourner un film en arrivant sur un lieu comme ça pour la première fois. Mais je crois qu'il y a une espèce d'assurance intérieure qui correspond à des images intérieures qu'on a. Et là, évidemment, il y a ce principe donc de trouver le hasard dont on a besoin. Et pour moi, donc, c'est une espèce de processus qui recommence sans cesse. N'est-ce pas? D'abord, avoir cette image intérieure, puis trouver ces images. Mais où certaines choses s'avèrent remplaçables par d'autres, où certaines autres choses s'avèrent être plus fortes que les choses qu'on avait peut-être imaginées, mais qui finalement, disons, nous font franchir le même pas, ou recouvrir le même terrain dans le film. Et selon moi, c'est donc une opération à la fois de contact avec le réel, mais nourrie par un besoin fictionnel. Et c'est ça qui me passionne. Et le montage, c'est le recommencement de tout ça. C'est donc pas, comme le dit Fred, je ne sais pas où je vais et je fais cette aventure sur la table de montage. Il y a une aventure énorme, mais qui part de la prise de connaissance de ce qu'on a été pendant ce tournage. Et ce tournage est une espèce de vérification de ce qu'on avait imaginé quand on est peut-être se réveillé un bon matin avec l'idée de faire le film. Donc il y a une espèce de mouvement rétro et puis vers l'avant aussi. Et dans ces deux mouvements, pour moi, c'est le processus du film. Et donc là, évidemment, il y a parfois des niveaux de manipulation parce que si on a une image en tête, on va peut-être aider un peu ça au hasard, n'est-ce pas? Et là, il y a des moments un peu critiques comme ça qui interviennent. C'est tout ces manipulations, n'est-ce pas? Toute la film. Même, oui. Ouais. Toute la film. Oui. Mais Johan, est-ce que le moment le plus important, ce n'est pas le moment où tu t'arrêtes et que tu recharges toi-même les magasins de ta caméra, c'est-à-dire tous les 10 minutes, si tu tournes en conséquence? Est-ce que ce n'est pas à ce moment-là, C'est dans le mouvement manuel, disons, que ne font pas les gens d'habitude et qu'on est rare à faire? On est Oui, mais quelques-uns comme ça, et c'est à ce moment-là, enfin pour moi, que dans ce travail manuel, je questionne moi-même sur savoir ce que je fais, pourquoi je le fais, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi ça s'est passé, c'est à ce moment-là. Avant, ça arrivait quand je remontais ma caméra, c'est-à-dire toutes les 25 secondes, là, je réfléchissais. Et ça, c'est formidable. Mais si on pense trop, on perd la prochaine séquence.
Non, si on a une bonne habileté manuelle comme lui ou moi, en une minute c'est fait. C'est pas très... et avec le risque de mal faire le chargement, donc peut-être qu'il n'y aura rien sur le prochain. Puis la main qui tremble dans le sac. Il y a la sueur quand il fait très chaud. Je vois une question dans la salle, là-bas. Vous pouvez prendre le micro si votre... Je traduis rapidement les questions. Monsieur se demande comment Wiseman peut paraître complètement invisible de la part des personnes qui sont filmées, en particulier dans Juvénile courte. Il n'y a aucun système parce que la caméra est comme ça et le microphone est comme ça. Comme ça. Et c'est tout à fait en plein air. Mais pour une raison que je ne comprends pas, au moins en Amérique, ce n'est jamais un problème pour moi. Je ne fais aucune chose spéciale. I mean, they know they're being filmed. Yes, they of know they're being course. recorded. Of course. Well, the microphone is literally as close as this, and the camera is about as far away as that. Yeah, they let themselves go completely. I mean, that's... I mean, I think c'est peut-être une question de la façon qu'on se présente, parce que j'avais une mine très honnête, il n'y a pas de problème. That's all. Just your face. C'est tout ce que je savais. And do they know beforehand what you're doing? I mean, you... Yes. S'il est possible, si c'est une institution qui a un journal, il y a un article dans le journal, je parle avec des gens qui travaillent là-bas. Pour un hôpital ou un centre social, c'est impossible de trouver tous les gens en avant parce qu'ils viennent de la rue. Mais quand c'est possible, je dis à tous les gens en avant parce que ça simplifiait le problème pour moi. Parce qu'autrement, les gens nous approchent en demandant qu'est-ce que ça c'est, une caméra ou un microphone ou tout ça. Je fais l'effort de démystifier tout le procès en avant quand c'est possible. C'est tout ce que je fais. I was thinking of the end of that film, Juvenile Court, again, when the boy breaks down. I mean, he really was breaking down, and then you were just filming it. And he was totally unaware of everything. It just did it. Happens all the time. I think they're amazing, just amazing. But you say you think it's easy with Americans? Well, I don't know. I've never worked anywhere else. I mean, you have someone who's worked in France and someone who's worked in Holland and elsewhere. I mean, It's just sort of let it all hang out. I don't know what else you could do. The only other alternative is to have a coffin with roller skates on it and a little hole window and have someone push it. On peut traduire rapidement dans la salle. Monsieur s'est étonné de ce que la caméra soit vraiment complètement inaperçue. Fred a répondu qu'il n'avait aucune technique particulière et qu'en Amérique, en tout cas, ça marchait très bien. Et qu'éventuellement, on pourrait imaginer de dissimuler entièrement la caméra, mais c'est vraiment complètement un autre propos, et je pense que ce serait un autre cinéma qui ne vient à l'idée de personne ici. Mon impression, c'était que la caméra était dissimulée, parce qu'à un moment donné, j'avais vu, par exemple, le petit garçon, quand ils sont avec le juge dans ce film, qui tourne le dos, qui bloque complètement la caméra, comme s'il ne savait pas qu'elle était là. C'était nettement une impression que j'avais, que c'était réellement invisible, mais je vois que non. On ne dissimule rien pendant le tournage, c'est simplement pendant le montage. Right. Combien de temps vous passez pour monter un film? À peu près entre 6 mois et 1 an pour le montage. Le plus vite c'était 6 mois, le plus long c'était 1 an. Tu travailles tout seul au Oui, montage? oui. Ça, c'est le... C'est la même chose pour vous? Non, pas du tout. Moi, je travaille seul au tournage, avec une équipe africaine, je suis seul. Et le montage, je passe un temps à peu près semblable, mais avec l'œil du monteur. J'ai besoin d'un Fred Wiseman à ce moment-là qui me dit mais non, et qui est pour moi le côté essentiel que j'ai appris en faisant des films, où si je monte mes films moi-même, je sens les odeurs, je sens ce qu'il y a là, la chaleur, je me souviens de tout cela. C'est parce que vous tournez vous-même alors que... Oui, c'est ça, c'est exactement sur ça que nous sommes jumeaux et complémentaires. Nous sommes l'envers. Nous sommes à l'envers, c'est comme les cartes à jouer. On peut demander à Wiseman comment il choisit ses sujets, quelles sont les motivations, et est-ce qu'il prend
2 questions. Je choisis les sujets qui m'intéressent quand je prends la douche. Tu te laves souvent 2 fois par jour. Je n'avais aucune idée s'il y a un effet social des films. Je ne comprends comment on peut mesurer ça, parce que je ne suis pas social scientist. Moi je le suis, mais je ne peux pas le mesurer non plus. Peut-être. Toi, est-ce que tu montes avec quelqu'un toujours? Comment ça se passe? Oui, et je monte, normalement je monte avec un monteur, c'est-à-dire mes films des années 60, je les ai beaucoup montés sur un petit viewer à la main, comme ça. Oui. Et puis après, mais c'était, oui, et c'était des films très bon marché, et puis on passait au montage, au vrai montage pour, disons, 15 jours pour sonoriser, etc. Mais après, avec le synchrone, normalement, je tourne à 2, c'est-à-dire moi, je fais la caméra. Oui. Il y a une autre personne qui fait le son, qui est ces dernières années ma femme souvent, mais aussi autrement, c'est toujours un ami, donc c'est très lié quand même. Et puis, le montage, je fais toujours avec un monteur. Le même ou oui, sur des années, le même. Mais nous, on tourne le plus souvent sur un rapport de 1 à 7. Donc moi, j'aurais pour un film de 80 minutes, j'aurais une douzaine d'heures, et pas 50 ou 60. Et on monte, disons, 3-4 mois. Ce qui est toujours, s'avère être trop court, donc à la fin, on travaille jour et nuit. Mais normalement, on a ça, de 3-4 mois de montage pour un long métrage. Mais moi, je trouve très important quand même de monter en dialogue pour aussi avoir un autre regard sur ce qu'on a fait. Et en même temps, ça se fait beaucoup en improvisant. C'est-à-dire, évidemment, on a inventorié toutes les matières, mais après, par exemple, quand le monteur est sur un problème technique, quand il a perdu la synchronité ou je ne sais pas quoi, ça me permet d'imaginer où on va aller ensuite. Donc ça, c'est aussi un processus très libre. Et j'ai remarqué qu'avec le monteur, moi, je peux être plus libre. Et en même temps, décider parfois plus vite, n'est-ce pas? Parce qu'il y a parfois des choix très pénibles entre deux options. Question pratique. Tu viens de dire, il y a un moment où on est pressé, il faut finir. Et ça signifie qu'il y a une date de livraison. Oui. Et donc ça veut dire qu'il y a un rapport avec un financeur. Oui. Alors, étant donné que dans le documentaire, aussi bien que dans la fiction, on voit les stéréotypes à travers les modes de diffusion audiovisuelle se fixer d'une manière très prégnante et très imposée, et que ces stéréotypes, que ce soit dans la fiction ou dans le documentaire, jouent un rôle important dans le financement. Qu'est-ce que c'est votre rapport aussi bien de Wiseman et de toi avec les institutions qui financent? Bien sûr, vous avez déjà une réputation, ce qui fait que vous l'avez conquis de haute lutte, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous pouvez peut-être mieux imposer vos formes. Cela dit, il y a autour de cette question des formes, des stéréotypes et des financements, des questions importantes pour la plupart des cinéastes, y compris des jeunes qui commencent aujourd'hui dans des métiers semblables aux vôtres. Qu'est-ce que vous avez à dire sur ça? Alors je dois dire en général sur le travail lui-même, sur le tournage, j'ai pratiquement toujours été entièrement libre, aussi parce que les films que j'ai faits étaient peu chers, et j'ai un peu l'idée que quand un film n'est pas très cher, l'intérêt financier n'est pas si grand que les gens ont tendance à regarder par-dessus de ton épaule tout le temps. Disons, le débat, c'est justement, par exemple, quand on finance beaucoup avec la télévision, ce qui est, je crois, notre cas, le débat est justement d'avoir suffisamment de moyens pour monter longuement. Et, par exemple, à la télévision, monter 1 heure de film, c'est une affaire de quelques semaines. Alors, si moi je dis j'ai besoin de 3 mois,
pour eux, c'est déjà énorme. Je crois, par exemple, par rapport aux normes américaines, c'est relativement court. J'ai remarqué que, normalement, les Américains ont pris plus au sérieux le montage en termes de durée, n'est-ce pas? Pour nous, d'obtenir, dans le cadre de la télévision, 3 mois de montage, ça implique quand même déjà une pression, n'est-ce pas? Bon, en ce qui concerne quand même le rapport au client, moi j'ai un peu une optique variée, mais je crois qu'il est très saine pour moi-même. C'est-à-dire que je fais parfois des films qui sont assez intérieurs, comme un film, je ne sais pas si tu l'as vu, qui s'appelle Le Temps. Et je l'ai présenté d'ailleurs au cinéma du réel. Des films où il y a plus d'éléments artificiels, d'éléments mis en place. On dirait que c'est de la fiction, mais ce n'est pas vraiment de la fiction, c'est plutôt de l'artificiel. C'est l'image pure qui est confrontée à d'autres images. Mais là, c'est une démarche assez personnelle, assez fragile. Et moi-même, j'ai besoin, après un tel film, n'est-ce pas, de faire un film très ouvert, qui se situe très directement dans la rue, parmi tous les gens, n'est-ce pas, qu'on peut rencontrer. Et en même temps, ça me protège un peu contre le risque de me retrouver dans un petit coin isolé. Donc, je crois aussi en même temps que ça fonctionne presque comme une tactique pour rester quand même un peu admissible aussi dans le cadre des télévisions, n'est-ce pas? Sinon, on serait très vite rejeté. Mais on marche toujours un peu sur la corde raide en ce sens-là. Et qui paye à Wiseman 50 heures de rush et 1 an de montage? C'est la télévision publique. Et je ne les montre pas le film en avant. Ils ne voient pas le film, sauf qu'il est tout à fait fini. C'est la télévision publique et les gens de la chaîne en question ne voient pas le film avant qu'il soit terminé. Il y a une question? Une question par rapport à votre propre place dans ce que vous faites. C'est-à-dire, comment... il y a un sujet dans le documentaire, mais dans ce sujet, l'auteur, celui qui fait le documentaire, où il est, lui? Comment il se sent dedans? Comment il se sent dedans? Parce qu'il y a les autres, bien sûr, qu'on filme, avec lesquels on a une relation, un dialogue ou non. Mais où il est celui qui filme? Je pense à ça parce que, bon, je pense des fois, par rapport au documentaire, au travail de Woody Allen dans la fiction ou de Wells, qui se sont mis en scène eux-mêmes dedans, dans le film. Et c'est très rare que ou Godard, c'est très rare que le cinéaste du film documentaire se mette en scène dans le film, autrement qu'on le voit un peu, on le voit poser une question. Est-ce que vous avez senti ce besoin-là, ou comment vous faites avec vous-même par rapport à ce film que vous faites? A summary of that question. Yes, it's quite difficult because it says that asking about the position of you when the shooting arrives and towards the reality, and saying that in fiction film, Godard, Woody Allen, and others put themselves in the screen and put themselves in l'exposition. Pendant le tournage, je fais le son et je guide le cameraman avec le micro. C'est-à-dire, je choisis toutes les choses qu'on tourne. Naturellement, il regarde dans la caméra, il fait le framing, pas moi. Mais je fais le choix de tout ce qui est filmé. Et c'est pas comme ça, je suis tout à fait présent. The question is a little bit different. The question of the filmmaker is the subject or the personage of the film. Oui, moi je comprends très bien, il y a des filmmakers qui veulent le photo dans le film, parce qu'autrement, les gens qui voient le film pensent que le film c'est la réalité.
mais peut-être je n'ai pas bien compris, mais moi je crois que je suis dans le film, dans les images que je choisis, dans la structure, c'est pas le mot en français, la structure du film final, et si des gens qui voient le film pensent que le film a aussi des pensées, ça c'est une réflexion de moi. Est-ce que Rouge peut répondre un peu à cette question? Je vais ajouter, puisqu'on a parlé de nos rations, moi ma ration idéale c'est 1 sur 1, c'est-à-dire tout est bon. Mais j'y arrive jamais pratiquement, ça m'est arrivé une fois seulement. Mais un film qui s'appelle Tourou et Mitty, qui est un film sur une possession que j'ai commencé à filmer 5 minutes avant le climax. Bon, mais ça ça peut arriver. Et c'est un film dans le temps qui dure 10 minutes, d'une bobine. Mais normalement, en fait, ma ration est de 1 sur 3. Ma position pour répondre à la question d'Abraham Segal est, en général, s'il y a une interview, je parle à la caméra. Et ça change tout. Ça change tout parce que, à ce moment-là, je pose une question et l'interlocuteur, au lieu de regarder quelqu'un qui est là, à gauche, assis ou là, regarde et parle au spectateur. Donc je suis présent comme étant celui qui découvre, comme j'espère que le spectateur découvrira ce que je vois. Et c'est une position, évidemment, c'est une position de, j'appelle ça du cinéma à la première personne, et dont l'avantage, et c'est encore une grande différence avec ce que fait Fred, Fred est prêt avec son micro et la caméra est loin. Moi je suis tout près avec la caméra et le micro est loin. C'est-à-dire que je tourne de plus en plus mes films avec le même objectif, qui est un Cairn 10 mm, je ne fais aucune réclame, et qui a l'avantage de vous permettre de filmer à 30 cm d'une personne. Si je faisais ici le portrait de Fred, je ne serais pas comme vous, je serais là. Et à ce moment-là, je lui parle, et à ce moment-là, le dialogue, ma présence, c'est que de temps en temps, je pose une question s'il y a besoin d'une interview. Mais très souvent, il s'agit d'un dialogue. Le rêve, pour moi, c'est ce qu'on fait au début, dans les années 60, Ricky Leacock et Penny Baker, dans toute cette série merveilleuse, et dans lesquelles il n'y avait pas d'interview. C'était le dialogue, c'était des gens qui se répondaient, et l'histoire se composait de cette manière, comme un film de fiction. Quand Kennedy rentre et qu'il arrive dans Primary, à l'intérieur de la salle avec sa femme et qu'il a la trouille, le plan est tourné en un plan séquence marché avec un objectif de 9 mm qui déforme tout. Donc on est dans le domaine de la fiction. La salle, qui était aussi petite que celle-là, devient aussi grande que le théâtre de Chaillot. Et lui, perdu au milieu de cela et ayant peur, devient un personnage, un portrait irremplaçable de quelqu'un qui sait que, à ce moment-là même, il risque de ne pas passer à ces élections. Et on s'en aperçoit, le choix de Leacock et de Penny Baker était fait, c'est ça qui est étrange. Au départ, il était parti en suivant Humphrey. Et puis, il découvre dans Kennedy une aura particulière et il change de camp dans leur subjectivité et à ce moment-là, suivent Kennedy. Mais, dedans, apparaît soudain un visage terrifiant qui est celui de la femme de Kennedy, qui porte sur son visage, pendant quelques secondes, quand on attend les résultats, toute la détresse qui va arriver après. Et ça, c'est dans ce film, on peut le voir, j'ai revu 50 fois. J'en parle avec Ricky, qui dit c'est pas vrai, tu inventes, peut-être. Mais c'est comme ça que je le vois, c'est très important. C'est un film qui nous a tous marqués. J'ajoute un point qui est un point d'histoire que vous ne savez peut-être pas. Fred vous disait tout à l'heure que ces films passent très rarement sur écran. Et nous avons été les premiers à passer les films de la série de Leacock, quand il est venu en 60, sur un grand écran. Ils avaient été mal développés très vite, car c'était un programme de télévision. C'était Life and Time qui faisait ça, c'est Bob Drew qui avait cette idée. Et il a vu tout d'un coup ces films sur un grand écran, et la plus extraordinaire projection a eu lieu chez Langlois, quand devant des cinéastes, ces objets de télévision sont devenus des films. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de faire Monterey Pop, qui est
et la suite de ces films-là. Moi, j'aurais quand même quelque chose Bien sûr. sur cette présence du cinéaste. Disons que pour moi, le travail à la caméra est devenu plus en plus quelque chose de très personnel. Moi, je serais de moins en moins tenté à utiliser le grand angulaire, mais justement de composer un peu dans la surface, dans le cadre. Et c'est déjà là, dans le cadrage, n'est-ce pas, de chercher quelque chose de ou bien très équilibré, ou de très déséquilibré, ou un équilibre qu'on va rompre ensuite, que, disons, les réflexes corporels s'expriment. Moi aussi, j'ai été amené à filmer en parlant avec les gens. Et là aussi, il y a souvent la confrontation directe avec quelqu'un, n'est-ce pas, qui n'est pas visible, mais qui est quand même aussi sensible pour le spectateur. C'est presque comme si je vous parle maintenant, n'est-ce pas, que l'intensité du contact passe. Et c'est aussi la frontalité du film qui est important et qui met donc en scène un personnage absent, qui est le cinéaste, et qui a presque tendance à devenir une espèce de personnage central des films. Ça, j'ai remarqué. Puis j'ai senti ces dernières années que le zoom, qui est une chose dont il faut se méfier, mais pour moi devient de plus en plus le tuyau d'un trombone, n'est-ce pas? C'est comme vraiment faire la musique, waouh! Et là aussi, c'est très direct, n'est-ce pas? Autrefois, je faisais ces zooms, par exemple dans un entretien, pour passer d'un plan d'ensemble à un gros plan, très vite, wap, et puis on enlevait le mouvement du zoom. Donc on pouvait couper entre deux phrases, il fallait chercher le moment de silence pour wap, passer à un autre plan, puis dans le montage on pouvait enlever. Puis ces dernières années, je m'aperçois que ces choses maintenant sont tellement timed, comme on dit, tombent tellement bien rythmiquement, que je les laisse. Donc là, c'est... Et c'est vraiment un échange très direct de quelqu'un avec ce qu'il voit. Et ça aussi très, je crois, à le fait même que le fait de voir est un phénomène violent, je crois. Il y a une violence. Je lisais l'autre jour un texte sur Giacometti, où il y a toute cette question de la violence du regard sur le réel, et puis aussi le fait que l'œil est écrasé par ce réel, n'est-ce pas? Il y a une espèce... le réel arrive comme une espèce de flèche qui transperce l'œil. Et là, évidemment, il y a des liens avec la cécité et tout, ce qu'on veut. Mais je veux dire, là, il y a un personnage. En plus, j'ai vu assez tôt que, et là Fred l'a relevé, le documentaire, il ne faut pas que ce soit présenté comme vrai. Il faut que ces images proviennent de quelqu'un dans le monde, quelqu'un comme vous ou comme moi, et donc que ce personnage soit situé quelque part, que les options qui sont dans le film soient montrées dans leur arbitraire ou dans leur préhistoire, quoi. Et là, bon, il y a différentes choses, différentes traces dans le film, c'est-à-dire dans mon cas, par exemple, de mon décor chez moi, de ma vie personnelle, ou bien un commentaire où je contredis ce qui se passe, toutes sortes de petites choses, même parfois des images, bien qu'il faut là encore se méfier très fortement, où j'apparais. Il y a un film qui finit où je filme ma propre main, n'est-ce pas, où je dis c'est difficile de toucher le réel. Et je touche une espèce comment on dit, un pattern, une espèce de figure visuelle arabe qui est à la fois plat et profond, n'est-ce pas, un système cubique, comme on a aussi sur des carrelages, sur un mur. Donc, je touche une surface plate, mais qui a en même temps à des points de fuite, comme ça, de profondeur, et je filme ma main et je dis, c'est difficile de toucher le réel, n'est-ce pas? Et là, c'est finalement cette main qui a une prise sur le film et qu'on peut accepter et rejeter. Et c'est ça qui compte, je crois. Donc je crois que c'est vraiment une chose centrale. C'était la fin de Hermann Vogel, ça.
Non, ça c'est la fin de Vers le Sud. Et dans Herman Slobe, j'ai dit par exemple, maintenant je vais quitter Herman, je vais faire un autre film, pour indiquer que le film c'est toujours une unité arbitraire finalement. Et que le personnage continue à exister, et moi je continue à faire d'autres choses et à exister en dehors du film. Donc il y a une vie en dehors des films, et ça c'est peut-être... Je voudrais dire quelque chose. Il se trouve que j'ai vu dimanche, j'étais dans un jury d'un prix du festival de télévision de Monte-Carlo, et j'ai vu un film de la Suisse romande qui s'appelle Si Don Quichotte venait faire un tour chez nous. C'est un peu naïf comme propos, mais dans lequel, tout d'un coup, on rentrait dans un de tes sujets qui était J'aime le dollar. Et on se trouvait devant la même situation, c'était Ziegler, qui en faisait une interprétation fantasmatique et politique. Et je me souvenais des images fantastiques que tu avais montrées, des rapports entre la religion dite réformée et l'économie d'aujourd'hui, et le capitalisme, et dans lequel tes images, très curieusement, traitaient ce problème, dans ce local austère, chez ces pasteurs rigoureux et milliardaires, et qui étaient assis sur des tonnes d'or volés à des pays affamés, et qui en étaient parfaitement heureux. Ils n'avaient aucune honte et ils n'étaient pas coupables. Là, devant un décor semblable, Ziegler disait « Nous sommes tous coupables ». Et je pensais à ton film comme l'approche, la seule approche qui était possible, et qui était en fait une approche poétique. Mais là aussi, j'ai pensé après que c'était un peu Tintin au pays du grand fric. Et moi, oui. C'était Tintin, quoi. Oui, Derrière la caméra, on sent aussi, parfois, j'ai très peur de ces gens-là, n'est-ce pas? De leur poser des questions désagréables. Et on sent que je fais tout pour faire pression sur eux avec cette caméra, avec ce trombone, n'est-ce pas? Et ce sont des personnages très forts. Donc, il y a des choses, ils résistent facilement à ça. Et je crois aussi, c'est donc un peu l'histoire derrière ce qui est montré, le récit, la narration secondaire, qui provient du fait que quelqu'un tient une caméra, braque une caméra sur quelqu'un. Ceci dit, je crois aussi que le son, le fait de porter par exemple le micro, est aussi une entrée très dramatique dans la matière. Il n'y a pas un privilège de la caméra, de l'image, mais bon, il se trouve que nous, on a ça, quoi. Mais je crois là, il y a une narration très forte de ce qui se passe, un non-dit entre ce qui se passe derrière la caméra et aussi ce que ressent le caméraman à ce moment, ce qui n'est jamais, normalement jamais montré, n'est-ce pas? Et les réactions des gens qui, donc, sont dans l'image. Ce n'est pas un rapport neutre du tout. Hein? Je ne sais pas si c'était un peu ce que tu voulais dire. J'ai eu la même réaction en comparant les deux films de Fred, qui sont Racehorse, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, Racetrack et Model. Tu es plus à l'aise avec les modèles qu'avec les chevaux. Moi, Ou est-ce que c'était la même chose pour toi? J'aimais les deux. Oui. Mais ceux qui les exploitaient, ceux qui les exploitaient, c'était les modèles, c'était exploité. Oui, par les couturiers, enfin ceux qui ramassaient le... Plus que les chevaux. Oui. Je n'ai pas pensé de ça. Tu n'as pas pensé à ça? Il faudrait un jour faire un montage avec différents de ces films. Des questions dans la salle? Oui. En France en particulier, on sait bien, c'est peut-être une banalité de le rappeler, mais ça fait partie de ces banalités à rappeler, c'est que le documentaire n'est plutôt un genre mal aimé, en particulier s'agissant de télévision, hein, que les rares documentaires qui sont programmés à la télévision le sont à des heures de faible écoute, qu'on est parti du principe que le public n'avait de goût que pour la fiction, et qu'on ne lui donne pas le choix d'une alternative, et qu'en particulier,
des films comme ceux de Fred Wiseman ou de Van der Keuken et de bien d'autres ne sont pratiquement jamais achetés par la télévision française. J'ajoute télévision française, c'est-à-dire que la plupart des télévisions de service public, là aussi j'insiste lourdement, vous en doutez bien, passent des films des personnes présentes, mais pas la télévision française. Il y a une dizaine, enfin pas tout à fait une dizaine d'années, il y a quelques années, je me souviens avoir été le porte-parole de Fred Wiseman et j'ai démarché les chaînes de télévision françaises. Les décideurs ont refusé de voir les films parce qu'à l'époque ils étaient en noir et blanc. Et qu'un film, ça peut vous faire rire, vous paraît surprenant, mais c'est la stricte vérité. Un documentaire en noir et blanc et qui ne s'intégrait pas dans les standards de 50 ou de 90 minutes, ils ne voulaient même pas les regarder. Hein? Alors autrement dit, je pense qu'effectivement, il faut garder en mémoire la coupure qui apparaissait. C'est vrai qu'il y a un public de cinéphiles qui connaît vos films, et c'est très bien. C'est vrai aussi qu'il y a un grand public à qui, il faut bien le dire, on les cache, hein, pour des raisons complexes et idéologiques sur lesquelles, à mon avis, il n'y a pas besoin d'épiloguer. Moi, je répondrais, ce qu'il faut faire, c'est se battre, et on est là pour ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tenir compte de ces problèmes-là et de dire c'est complètement idiot, les créneaux de 52 minutes, etc. Il faut se battre pour peut-être des créneaux plus courts. Et je crois que le moment est arrivé de le faire. Nous avons un exemple qui vient de loin, c'est la télévision japonaise. La télévision japonaise a un programme qui passe le dimanche à 7 h du soir et qui vient de fêter son 20e anniversaire. Eh bien, ils ont réussi cela parce que les programmes ont 20 minutes, qu'ils sont très bien faits et qu'ils posent des problèmes sur le monde, aussi bien japonais que le monde extérieur. Et je pense que nous commençons un peu, nous essayons de commencer un combat avec les nouvelles chaînes culturelles, qu'il faudrait faire avec Channel 4, mais c'est un combat difficile, c'est un combat dans lequel il faut faire du terrorisme et trouver de nouveaux systèmes de présentation de ce genre de film. Simplement, ce que l'on sait, c'est qu'effectivement, il est à peu près impossible de passer plus de 26 minutes pour le moment sur ces chaînes, sauf des programmes exceptionnels. Mais on peut commencer par 26 minutes et ensuite les passer en plusieurs fois, la suite au prochain numéro, etc. Il faut avoir une imagination que les gens de télévision n'ont pas. Je crois que c'est très... c'est pas le lieu du débat, mais je pense franchement que le langage qui se tient sur les chaînes, y compris les chaînes culturelles, puisqu'il paraît qu'il y en a, sur l'habillage et sur la façon de présenter les films documentaires me paraît très suspecte. C'est-à-dire qu'on sait bien qu'on veut inventer un nouveau documentaire comme on invente des nouveaux fromages ou des nouvelles lessives. Hein. Or, on a bien la preuve avec les grands documentaristes que le débat, il est ailleurs. Et ça ne sera pas ni l'habillage électronique, ni les standards, ni toutes ces choses-là qui sont en cause. Ce qui est en cause, c'est le rapport d'un individu avec une réalité. C'est ce travail d'auteur dont parlait René tout à l'heure, et c'est ça qui est en cause, et rien d'autre. Et si bataille il y a, et nous sommes un certain nombre à les avoir menées, ces batailles-là, elles sont aussi sur ce langage lourdement idéologique qui veut un nouveau genre documentaire, qui veut ceci, qui veut cela, pour le public qui, sous-entendu, n'est pas capable d'avaler les films. Moi, je dis, le public est parfaitement capable d'avaler les films. Avant de donner la parole à quelqu'un dans la salle, je voudrais tenir un propos un peu plus optimiste. C'est qu'il y a tout de même un renouveau d'idées en faveur du documentaire en France. Cette rencontre en est une preuve. Oui. Le fait que la FEMIS, qui a pris la suite de l'IDEC, accorde de l'importance à l'enseignement du documentaire et qu'à ce propos, elle organise demain soir de 20 à 22 h dans les soirées organisée par Jean Narboni, une rencontre avec Van den Keuken, qui est un ancien élève de l'IDEC, même s'il dit dans ses nombreux écrits qu'il n'y a rien appris. D'ailleurs, vous y êtes cordialement invité de 20 à 22 h, c'est 2 rue de la Manutention. Parmi les choses que l'on peut citer, pour être un peu optimiste, il y a le mouvement des documentaristes français, il y a aussi le cinéma du réel, organisé par Beaubourg, qui est tout de même une des plus grandes institutions d'Europe, qui permet de consulter des films documentaires. Je crois que toute cette convergence est positive. Et quand on a dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas de documentaires à la télévision, il y en a. Malheureusement, ils ne sont pas très bons. Et depuis le 1er janvier, il y en a eu beaucoup. Alors on ne refuse pas la notion de documentaire, mais on refuse la notion d'auteur. Si quelqu'un dans la salle... Je voulais dire que
je ne suis pas très optimiste non plus sur la diffusion du documentaire à la télévision, mais j'avais d'abord deux petites questions à poser à Johan. Le dernier film que tu as fait, L'Argent, ça a été coproduit avec TF1? Oui, oui. Et c'est passé à TF1? Non, mais le problème était, disons, la collaboration avec TF1 a été très très bien avec Claude Otzenberger. Seulement, en cours de route, TF1 a été privatisé, ce qui a bouleversé un peu les dates d'émission. Donc on attend toujours que... Donc en fait, il a été coproduit, il n'est toujours pas passé. Oui. Et on a donné comme raison la privatisation. Je crois que c'est un peu la pagaille, quoi, dans la maison, autant que j'ai appris. Bon. Non, par contre, la SSR en Suisse l'a déjà montré. Et je voulais dire aussi cela, parce que je ne sais pas si je peux dire ça, mais tes films, il y a aussi des contacts ici avec la télévision française quand même. Hein? Des choses importantes oui, aussi. Il n'a pas encore acheté les films. Mais ça va se faire. Depuis des années. Bon, moi, je voulais aussi dire une toute petite chose par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure sur le passage des films. Je ne sais pas si on a raison de se battre pour faire passer un film de Fred Wiseman à 8h30 un dimanche en soirée. Je crois que c'est un très 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 mauvais combat. Et moi, j'aurais plutôt tendance à demander à la télévision un créneau peut-être tardif, mais où on ne nous imposerait pas un impératif de durée, où les gens qui ont envie de voir le film, parce qu'il serait présenté dans Télérama, qu'ils en auraient entendu parler, feraient l'effort ce soir-là de se coucher un peu plus tard. Et je ne sais pas à quelle heure ils passent à PBS, Fred. À quelle heure ils sont programmés? En Amérique? Oui. À 8h le dimanche soir. Je suis pas sûre. Alors, peut-être c'est un rêve il faudrait viser très haut, peut-être. Mais c'est ce que tu dois faire. Mais c'est un pays plus libre. Non, mais je suis très accablée de ce que j'ai appris aujourd'hui de Canal+. Canal+, c'est la seule chaîne jusqu'à présent qui achetait tous les ans 2 ou 3 films de cinéma du réel. C'est les seuls et qui les passaient. Bon. Et on a appris aujourd'hui que leurs 4 documentaires par mois qui passaient en effet le dimanche à cette heure-là étaient ramenés à 1 documentaire par mois maintenant. Et qu'en plus, sur ce 1 documentaire qu'ils vont passer maintenant, on leur demandait de parler de variété, d'animaux. Enfin, je ne vois plus très bien comment on va pouvoir leur proposer des films du réel. Donc, moi, je ne suis pas très optimiste pour une bagarre de 8h30. Par contre, j'essaierai d'abord d'essayer d'obtenir... vous n'êtes pas d'accord? Non, pas du tout. Je crois qu'il faut viser haut. Il y a l'exemple japonais, 20 ans. Qui dit mieux? Oui, mais 20 minutes. 26 minutes. Et alors on peut faire 3 fois 26 minutes? Si la 7e chaîne française culturelle n'est pas foutue de passer les films de Wiseman, de Vanna Coquette à 20h, plus soir, samedi soir, dimanche soir, alors où est la culture française? Bravo. Écoutez, je vous donne un exemple. Nous avons fêté cette année le 50aire de la Cinémathèque. Combien de films ont été faits par la télévision française quand Langlois était vivant? Il y en a eu un, celui de Boutan, dans le musée du cinéma. Et avant, bien avant, celui de Romer, qui était fait en 68, la discussion Renoir sur Langlois. Romer sur Langlois. Pendant cette période, la télévision de l'Ontario, là-bas dans les plaines de l'Ouest, ont fait 7 documentaires sur Langlois dans son musée. Moi, j'ai voulu les passer, alors à cette occasion, à la télévision française. J'ai pu passer chez Julien 3 minutes. Et je me disais, il va y avoir une suite. C'est fascinant ce qu'il raconte. Ce merveilleux bonhomme qui a créé cet endroit. La télévision française n'a rien fait. Et ce qui est en question, ce n'est pas ce que sont les indices d'écoute objectivement, c'est comment les perçoivent les décideurs, c'est-à-dire les financeurs dont on parlait tout à l'heure. C'est pour ça que je posais ces questions à Van der Keuken tout à l'heure. C'est quand on vous dit l'année prochaine notre programme ce sera un documentaire par semaine et on veut parler des animaux et qu'on vous donne toute une série de sujets qui sont des sujets de magazine, on voit d'avance se profiler le genre de film qu'on va fabriquer. Si les choses se posent en termes de fabrication et chez les cinéastes dont nous parlons en ce moment, les choses ne se posent pas en termes de fabrication ni par rapport à des normes de consommation, elles se posent, ce sont des personnes qui réagissent d'une certaine façon au réel autour d'elles et puis qui veulent en rendre compte. Bon, et ça fait des films. Mais je pense aussi, j'ai l'impression qu'il devient plus facile maintenant de coproduire des films en Europe. Donc ce n'est pas uniquement négatif. Je crois que simplement il y a la tendance à répandre un peu le risque, n'est-ce pas? Mais en même temps une ouverture à la coproduction. Et bon, dans ma vie,
c'est un peu la première période où ça se passe plutôt bien, quoi. Oui, moi je crois qu'on voit se mettre en place en ce moment des nouveaux modes de financement dans le monde, aussi bien du cinéma que l'audiovisuel, qui vont changer radicalement par rapport à ce qu'ont été les financements jusqu'à présent. Il y avait d'un côté les financements cinéma, de l'autre côté les financements télévisuels. Il y aura encore des financements cinéma, entre guillemets, mais de moins en moins, et de plus en plus des financements comme ça, multinationaux. Et en effet, on se dit que le flux de programmation, flux de la demande de programme va être plus grande, et que dans ce flux, plus elle est grande, plus dans ce flux, il y a des chances que des films d'auteur passent le cap, mais c'est pas joué. Et c'est en plus, le problème est plutôt que tout est annulé dans ce flux, quoi. C'est ça plutôt. Mais là, on parle de choses tellement énormes, je crois que peut-être on ne peut pas. C'est là-dessus que moi je serais plutôt pessimiste. C'est-à-dire que l'effort qui devient presque autonome de se donner une identité, ce qui est autre chose que de se mettre en scène, dans le sens où on parlait, mais l'effort, c'est un effort absurde, hein, finalement, de se dire, moi je suis là aussi, j'ai mon style, etc. Puis ça ne sert à rien parce que bon, tout s'annule, quoi. Et ça, c'est un problème, je ne sais pas, de 20 000 heures de télévision ou 200 000 heures de télévision nouveau, des choses effrayantes, quoi. Et ça, c'est vraiment une espèce de mitraillage de la conscience dans lequel on ne peut que jouer. Ça, c'est je vois ça comme un problème, quoi. Merci. J'ai le triste devoir de mettre fin à ces débats. On a pu noter les ambitions de Jean Rouge, sur le relatif optimisme de Joël Van-Kuken, qui pense que les coproductions se développant, le documentaire a ses chances, le scepticisme de Marie-Christine de Lavasseur, qui est mieux placée que nous tous d'ailleurs pour avoir un jugement objectif sur l'ensemble de la France, et on peut demander à M. Wiesmann, pour conclure, ce qu'il pense de l'avenir du documentaire aux États-Unis. L'avenir. Ça sera là. Ça sera. Il y en aura un. Il y en aura un. Ok. Bon, eh bien, je vous remercie d'être venu et d'avoir été si attentif. Bueno,